carafe, il y a longtemps que vous pêchez? Oh, ça doit faire une trentaine d'années. J'avais l'âge de 5-6 ans quand j'ai commencé. J'étais en Périgord avec mon grand-père. Vous êtes pêcheur professionnel? Non, hélas, j'aurais bien aimé. Peut-être qu'il y a une vingtaine d'années en France, j'aurais peut-être été pêcheur professionnel, de saumon en particulier, sur le Gave. Ça m'aurait bien plu. Je suis beaucoup plus platoniquement vétérinaire, mais je passe beaucoup de temps à la pêche, c'est vrai. Est-ce que vous, de par votre abord scientifique des animaux, vous avez constaté certaines choses que les pêcheurs empiriques ne constatent pas? Oui, ça je crois que c'est malheureusement de moins en moins, les pêcheurs aujourd'hui, le pêcheur moderne entre guillemets, est de moins en moins un observateur de la nature. Moi j'ai vraiment commencé à pêcher avec mon grand-père qui était un peu braconnier, qui vivait vraiment avec la nature, et de plus en plus aujourd'hui j'essaie justement de regarder, d'observer le comportement des poissons, puisque la pêche c'est observer les poissons. Et là on se rend compte qu'on a encore énormément à apprendre et qu'on peut effectivement prendre beaucoup plus de poissons en essayant de comprendre un peu le pourquoi, la façon dont les poissons vont se réagir par rapport à un leurre, par rapport à une mouche. C'est effectivement ça qui est beaucoup plus passionnant. Prendre un poisson, je veux dire, il n'y a rien de plus facile. Et ce qui est intéressant, c'est un peu de savoir pourquoi certains vont prendre plus que d'autres, pourquoi à certains moments on en prendra, d'autres moments non. C'est ça qui est également très passionnant dans la pêche. Sur le domaine salmonicole, ça s'est dégradé d'une façon phénoménale. Moi, quand j'ai commencé à pêcher, même il y a encore jusqu'il y a 20 ans, je dirais, je pêchais beaucoup en Normandie quand on avait 14-15 ans avec mes frères. On pêchait énormément au lancer, au verron, puis après on s'est mis à la mouche. Il y avait encore énormément de truites sauvages. Et je dirais qu'actuellement, dans les rivières de première catégorie de plaine, bon, ici c'est un peu différent, la montagne, il y a encore les poissons des domaines où ils ont pu un peu se préserver un certain équilibre naturel, mais dans toutes les rivières de plaine, partout où il y a des agglomérations, donc où il y avait une pression de pêche importante, il n'y a plus de truites, c'est fini. Même si ça m'arrive de remettre aujourd'hui la plupart de mes poissons à l'eau, j'adore manger une très bonne truite. Bon, si j'ai la chance de pouvoir en prendre plusieurs, j'en remettrai surtout si on pêche à la mouche ou autre, j'en remets aujourd'hui presque tous mes poissons à l'eau, mais je les prends, c'est parce que je suis prédateur, bien sûr. Ça, je pense qu'il y a quelque chose qui ressort, peut-être pas chez tout le monde, certainement pas, mais chez moi en tout cas. Est-ce que les poissons ne deviennent pas de plus en plus malins aussi, ne s'adaptent pas Parce que le matériel évolue aussi. Ça, c'est difficile. Je ne pense pas que les poissons aujourd'hui, les poissons se sont très vite habitués à la cuillère il y a 40 ans, quand le lancer léger est arrivé en France. Mais je ne pense pas que les truites d'aujourd'hui soient plus malines que les truites d'il y a 40 ans. Le problème, c'est qu'il y en a moins, c'est surtout ça. Les pêcheurs disent oui, les truites sont devenues malines, ça c'est complètement ridicule. Les pêcheurs évoluent aussi? Les pêcheurs ont évolué aussi, mais les pêcheurs sont devenus moins malins, à mon avis. Pour prendre les grosses truites, c'est certainement le verron qui reste encore le meilleur appât. Et la pêche là au casque est une pêche très très efficace, qui est surtout pratiquée dans ces régions de l'Est de la France, de la Savoie, du Jura. La pêche s'appelle ici à la dandine. En fait, c'est une pêche au verron mort, au verron casqué, une pêche au verron manié un petit peu. Et c'est certainement la pêche la plus efficace dans ces rivières où les truites sont assez souvent cachées derrière les cailloux. Il faut vraiment que le verron aille taper contre les cailloux du fond pour décider les truites à sortir. C'est véritablement la pêche certainement la plus efficace pour prendre les gros poissons. Elle arrive, va doucement. Qu'est-ce qui est le plus important? La connaissance du poisson, le savoir pêcher? Oui, la connaissance des lieux de pêche est importante, la connaissance de l'espèce que vous recherchez est très importante également. Mais le matériel aussi a son importance, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gros poissons dans nos rivières, je veux dire, et je crois que c'est très important d'avoir un matériel qui est adapté à cette pêche, parce que c'est trop bête aujourd'hui, vu la rareté de ces belles pièces, de perdre un gros poisson. Celui qui pêche le saumon aujourd'hui en France, qui n'a pas un matériel parfait, je veux dire, qui perd un poisson à cause du matériel, je dirais que c'est impardonnable. Il n'y a plus assez de ces poissons-là pour pouvoir se permettre de faire des erreurs sur le matériel. On peut tellement faire d'autres erreurs à côté que le matériel soit absolument en état. La pêche, c'est une affaire sérieuse?
Oui, c'est déjà une affaire sérieuse pour le pêcheur. Et au niveau du moulinet, c'est pas un objet comme un autre, c'est pas un objet qu'on jette au bout de 2 ou 3 ans, c'est un objet que le pêcheur garde souvent toute sa vie. Les pêcheurs ont souvent 7, 8 moulinets dans leur panoplie pour différents types de pêche. Ils sont très attachés à leur matériel, ils le soignent et ils le gardent des années. Et c'est pour ça que c'est très important de faire des matériels qui tiennent le coup longtemps, qui soient fiables. On est capable de réparer des moulinets qui ont 20 ou 25 ans d'âge. Et c'est très important pour le pêcheur, parce que le pêcheur est quelqu'un d'assez conservateur, qui adore son matériel, qui l'aime et qui aime le garder longtemps. Vous avez des moulinets qui ont 30 ans d'âge, que vous retrouvez? Oui, le modèle 300 a été créé il y a 30 ans. On en a vendu plus de 20 millions d'exemplaires, c'est-à-dire de quoi équiper la moitié de la population française. On a aussi fait le calcul qu'on en a vendu 1 par minute depuis 30 ans. Et c'est un moulinet qui se vend toujours beaucoup. On en vend encore beaucoup en Europe, aux États-Unis, parce que c'est un moulinet extrêmement fiable, qui dure pendant des années et qui a justement toutes les qualités de base que recherche un pêcheur. On travaille beaucoup pour la France, ça représente 1/3 de nos ventes totales, mais on exporte beaucoup, les 2 autres tiers, avec un très gros marché qui représente 1/3 de nos ventes totales, qui sont les États-Unis, parce que c'est un énorme marché de pêche. Il y a 60 millions d'Américains qui pêchent sur 240 millions d'habitants. C'est le premier sport pratiqué aux États-Unis, avant golf, tennis, etc. Et c'est donc un énorme marché où il faut être et où nous sommes... Et Mitchell est une marque américaine? Non, Mitchell est une marque française. Elle a toujours été ici, dans la vallée de l'Arve. Et historiquement, c'est parce que nous sommes ici dans le berceau de l'industrie horlogère. Il y a d'ailleurs l'école nationale d'horlogerie qui se trouve à Cluses, qui fonctionne toujours. Et la raison pour laquelle Mitchell a commencé à travailler ici, c'est parce qu'un moulinet, en fait, c'est un peu comme une montre. Il y a plus de 70 pièces dans un moulinet. Ce sont des engrenages qui tournent comme dans une montre. Et donc, toute la technique que les gens de la vallée ont pu développer dans la fabrication des engrenages, des montres et tout ça, a trouvé son plein emploi dans la fabrication des moulinets. Et c'est ce qui fait un petit peu la réputation et la qualité de nos moulinets. Et dans combien de temps elles seront pêchables, quand tu peux dire, quand elles auront la maille, quoi? 3 ans. 3 ans? Oui. Non, ça c'est rapide. Elles font... Oui, il y en a combien qui vont survivre sur la quantité, là? Disons que si tout allait bien, 20%. 20%. Avec un tel matériel, le poisson n'a plus de chance. Eh bien, c'est pourquoi il faut absolument veiller à repeupler les rivières, parce que le pêcheur, ce qu'il veut, c'est trouver du poisson. En France, il y a beaucoup de travail à faire, et c'est pourquoi nous nous associons à un certain nombre d'expériences de repeuplement. Nous avons en ce moment un projet dans la région, parce que c'est une région où on pêche beaucoup la truite, mais il faut absolument trouver les moyens de repeupler nos rivières pour que les pêcheurs puissent trouver ce qu'ils cherchent en allant à la pêche, c'est-à-dire du poisson. On attend quelques minutes. Vous allez les lâcher là? On est conscient qu'il faut faire quelque chose au niveau des pêcheurs, parce qu'on est à l'écoute des pêcheurs. On a un focus group permanent au niveau de nos produits, mais également on les écoute lorsqu'ils nous parlent des problèmes d'environnement, les problèmes de pollution, les problèmes le manque de poissons, d'empoisonnement des rivières. Et là, on a voulu lancer une opération pilote en association avec les associations de pêche du Faucigny. Cette opération consiste à prendre en charge une rivière. Il s'agit du Gifre, rivière donc de Haute-Savoie. Cette rivière est donc sous la sauvegarde de Mitchell, c'est-à-dire que d'abord au niveau de l'empoisonnement et au niveau de la protection contre les pollutions éventuelles. C'est un essai qui, nous l'espérons, fasse école en France, et ce qui serait une bonne chose pour tous les pêcheurs qui sont très demandeurs de ce genre de choses. Et l'eau est à quelle température, là? 7 degrés. Alors, à la pisciculture, la température est à 8,5, donc on les ramène progressivement à 7 degrés. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de l'eau, beaucoup d'eau d'arrivée. Ouais. Vous les mettez pas n'importe où, là, les alevins, là? Mais non, on ne les met pas n'importe où pour plusieurs raisons. Si on les met dans une grande gouille et qu'il y a un prédateur, il va tout manger. Donc on les échelonne sur le parcours en mettons tous les 20 mètres, tous les 30 mètres, dans les petites calmes, et surtout dans les grands replats, avec très peu de courant. Parce que là, vous avez d'assez bons résultats, je crois, avec l'alvinage. Très bons résultats. Parce qu'un peu partout, maintenant, il semblerait que les alvinages, on soit un peu revenus, que ça ne serve pas grand-chose, qu'on dépense beaucoup d'argent, enfin... 2 millions d'alevins, c'est quand même pas peu, hein.
C'est 2 millions pratiquement qui sont élevés dans des piscicultures du Faucigny, qui sont distribués sur la totalité du secteur. On entend parler de 20% de réussite, mais 20% de réussite sur 2 millions, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est phénoménal. Donc, dans les résultats, sur plusieurs années, on espère quand même que ça donnera, ça portera ses fruits. Hein. Est-ce que le réempoisonnement en truite pêchable directement n'est pas un mal nécessaire? Si on fait ça avec des truites arc-en-ciel, je dirais que c'est un moindre mal. Et c'est même, à la limite, pourquoi pas on a dans certains endroits des pressions de pêche très importantes. Les rivières ne sont plus en état autour des villes, dans les plaines, de supporter cette pression de pêche. Donc pourquoi pas mettre ces truites, mais faisons ce que font les Anglais, mettons-les carrément dans des réservoirs où on est sûr de pouvoir les reprendre. Lâcher ces truites dans des rivières, si elles ne sont pas prises dans les 2 jours, après c'est terminé, les pêcheurs ne les prennent plus, c'est véritablement un gaspillage. Ce qui est grave, c'est d'avoir voulu rempoisonner avec des farios. Parce que là, on a créé véritablement une pollution génétique, on a anéanti des races de truites. Chaque rivière avait sélectionné sa souche de truite, et qui était différente de celle d'une rivière qui coulait même pas très loin. Avec tous ces déversements qu'on a fait avec des truites farios, justement, on a réussi à mélanger les dernières truites sauvages qui se mélangeaient sur les frayères avec quelques truites qui ont survécu. Et là, on a véritablement réalisé un abattardissement de ces truites. Et le problème est là, je crois. La truite et le saumon sont restés des poissons nobles. En France, comme dans les pays anglo-saxons, ce sont les poissons, tout d'abord, ce sont les meilleurs poissons à manger. Parce que ça, puis c'est surtout les poissons, je pense, les plus combatifs pour le pêcheur sportif. Ils ont gardé une sorte d'aura, ces poissons qu'on recherche, qui font de vous un vrai pêcheur. Et je pense que ces poissons-là, le saumon en particulier, peuvent entraîner vraiment des véritables passions. Il suffit de voir en France la situation au saumon actuelle. Enfin, depuis une vingtaine d'années, le nombre de prises est de l'ordre de quelques petits milliers de saumons par an, pris sur toutes les rivières de France à la ligne, par les pêcheurs amateurs, peut-être les bonnes années 3 000 à 4 000 saumons, les mauvaises années 1 500 à 2 000 saumons, par environ 7 000 à 8 000 pêcheurs. Bon, en plus, il faut voir que les pêcheurs locaux prennent beaucoup plus. Disons qu'il y a environ 2 000 citadins passionnés de pêche du saumon qui ont pratiquement une chance de prendre un saumon tous les 3 ans en pêchant 30 jours par an. Il faut être fou pour venir à la pêche par ce temps. Et ces gens-là, il faut qu'il y ait une véritable passion, parce qu'ils font des centaines de kilomètres, ils sont dans l'eau du matin au soir, dans des torrents, enfin, dans un froid à l'ouverture, ils sont prêts à tout pour risquer de prendre ce poisson. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui les motive. Je crois que cette passion-là ne s'explique pas. Je veux dire, le saumon, c'est complètement irrationnel. Hein. Être pêcheur de saumon aujourd'hui en France, ça n'a plus rien de logique. Je n'ai pas pris. Menteur. C'est un vrai pêcheur de saumon, il n'arrête pas de mentir. Je te dis. Il raconte toujours des histoires. Non, mais écoute donc, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de saumon. Il ne va pas y en avoir beaucoup. Bon, ben, tu vas voir le résultat ce soir, mon vieux. Oui, c'est sûr. C'est un vieux pêcheur qui est né. Je pêche depuis 1917. Ton père, c'est son premier saumon. C'est moi qui ai gaffé. Qu'est-ce que c'est être pêcheur pour vous? Pêcheur, c'est être... je vais à la pêche, non pas pour prendre l'air, mais pour prendre du poisson. Pour être seul, tranquille. Hein, et... Bon, c'est un moyen de détendre comme un autre, mais... je dirais que moi, je vais à la pêche surtout pour prendre du poisson. Et vous ne voyez pas le poisson que vous allez prendre? L'eau? Non, ici, les eaux sont pas suffisamment cristallines pour qu'on puisse voir les poissons dans le fond. Hein, c'est pas... On les voit bouger une fois de temps en temps, hein, quand la température de l'eau s'élève, mais on voit pas le poisson. C'est le hasard, là. Ah non, parce qu'il y a des postes bien précis où le poisson se met. Hein, en fonction du niveau, le poisson, il va se tenir là ou là. Bon, il faut savoir faire passer son leurre à l'endroit précis où il va mordre. Un poisson, un saumon, se fait pas des kilomètres pour venir prendre une cuillère, surtout quand les eaux sont froides comme ça. Hein. Donc il faut connaître les postes. C'est l'expérience, c'est le nombre de poissons pris,
C'est le fait d'en avoir vu prendre, c'est le fait d'avoir discuté avec des bons pêcheurs qui vous permet au fil du temps de connaître une rivière comme la Sée qui fait quand même 45 km de long. Je dirais pas par cœur, mais connaître bon nombre de places. C'est pas parce que vous allez prendre un bouquin et apprendre ce que c'est qu'un saumon, comment il vit, comment il remonte une rivière, à quoi il faut le prendre, à la cuillère, au verre, à la mouche, etc., que vous allez vous pointer sur le bord de la rivière et prendre du saumon. On apprend à prendre du saumon, on apprend à prendre des trucs en pêchant. Le saumon, là, puisque c'est pas devenu un poisson un peu mythique en France, quand même? Oui, c'est un poisson mythique. Enfin, c'est un poisson qui est devenu mythique du fait de sa rareté. Je pense que c'est surtout ça. Bon, puis il faut savoir que pour un pêcheur sportif, bon, c'est le seul poisson de rivière qui se défend réellement. Il y a deux pêches très intéressantes. Bon, la pêche à la mouche au saumon, on ne connaît pas ici, hein, donc on n'en parle pas. Mais il y a deux pêches intéressantes, la pêche au saumon et la pêche de la truite à la mouche. Bon, quoi qu'on en dise, sur nos rivières, je pense qu'il n'y a plus suffisamment de truites pour pêcher, pour s'amuser à la mouche. Il y a un aspect non négligeable qui est la chance. Bon, mais je pense qu'il y a aussi un aspect connaissance du poisson. Connaissance climatologique, connaissance des niveaux. Hein, et à partir de ce moment-là, si tu arrives à mettre les paramètres, je dirais les uns au bout des autres, bon, t'as plus de chance qu'un autre de prendre du poisson. Tu attaches une extrême importance à ton matériel, je crois aussi. Ben, c'est quand même pas un poisson d'une densité suffisante pour qu'on puisse se permettre d'en casser un ou d'en perdre un avec du mauvais matériel. Hein, tu sais pertinemment qu'au saumon, tu as quelquefois des touches qui sont absolument insignifiantes. Si tu n'as pas un moulinet qui tourne parfaitement bien, si tu n'as pas un bon fil, si tu n'as pas une bonne cuillère avec une palette qui tourne bien, ben, tu passes à côté. Hein, et puis ce saumon-là, tu le prends pas. Si tu as du matériel qui est à 100% de ses moyens, bon, ben, tu te donnes une chance supplémentaire encore de prendre ce poisson. Celui-là, qu'est-ce que vous lui faites subir? Il s'agit d'un moulinet de série sur lequel on vérifie que le bobinage est correct. C'est-à-dire l'enroulement du fil. L'enroulement du fil. On utilise du fil de 45 centièmes puisque le moulinet est un moulinet mer saumon. Ce fil est bobiné avec une tension de 3 à 400 grammes qui correspond à une tension de récupération de pêche. Et on le remplit, on vérifie que le bobinage est correct. Je m'avais fouillé main pour le tirer à la tête pareil. Ça n'a pas l'air dur cette année. Hein. Non. On va sur le début, c'est la première matinée. Ah oui, mais d'habitude, à cette heure-là, il y en a déjà sur le bord. Il fait trop froid. Le froid aussi. Hein. Vous avez pas vu le temps qu'il fait? Les cailles. Bon, des vitesses. Vous l'avez fait l'an dernier? Non. Non, pas pour tous les ans. Non, je vais pouvoir seulement les jouer les mains. Voilà, paquet de verre. Je sais pas s'il va y avoir des prises de fête aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas. Ce l'eau est sale, d'habitude elle était. Les autres jours elle était claire. Je viens depuis 20 ans, c'est la 20e année. Vous en avez secoué quelques-uns quand même? Ah, j'en ai fait 48. Mon 48? 48e l'année dernière. Votre meilleure année? Meilleure année, c'était 80. Et vous venez de Paris tous les week-ends? Oh non, pas tous les week-ends, mais Presque. je viens assez souvent. Ils sont les plus souvent possibles. Ici, vous en avez déjà pris dans ce coin-là? Dans ce coin-là, oui. Vous voyez, on appelle ça la cave aux choux. En 1980, j'en ai fait 3 saumons là, sur le coin. 3? Et c'est un coup à gros saumon. Là, on est content quand il est sur le bord. Ah là, oui, alors là. Battement de cœur. Battement de cœur.
Je crois pas que ça va être aujourd'hui les battements de Non, cœur. Hein. non, 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 non. Enfin, chez nous, le souhaite, mais pour l'instant, non. Alors, vous venez de le prendre, ce petit saumon? Oui, je viens de le prendre à l'instant. Ah. Il a été méchant? Très méchant, oui. Après combien de temps? Oh, une dizaine de minutes. Dans les ronces, là? Oui, là, à cette place-là, oui, il était assez vicieux pour descendre sous les branches, là. Il a mordu au vert? Au vert, oui. Ah, mais vous êtes content? Ah oui, premier de l'année. Pas le dernier, j'espère. Faut le baguer? Le nouveau règlement. On applique. Qui est un peu comme les bracelets pour le chevreuil, finalement. C'est le même principe. C'est le même principe. Hein. Bon, au gros gibier, il y a une gestion très rationnelle. Qui semble avoir porté ses fruits en matière de chevreuil. Bon, je pense qu'on voit du chevreuil se développer un petit peu partout. Voilà. C'est peut-être effectivement que 2% des pêcheurs qui sont touchés. On va lui mettre ça autour de la queue. Ces 2%-là, bon ben, c'est à la limite stressant hein, de savoir que tu vas être limité à 4 poissons dans une saison. Voilà. Et voilà. Je peux transporter mon poisson maintenant. Vous êtes d'autant plus content qu'il n'y en a pas eu beaucoup de prix hein, cette année à l'ouverture. C'est le deuxième dont on entend parler, je crois. Oui. Un hier et un aujourd'hui. Bah, c'est le début, hein, de toute façon. Hein. Pour prendre du saumon, il faut attendre avril-mai. Depuis quelques années, on voit plus de saumon remonter qu'il n'y en a eu dans les années 60-70. Hein, mais est-ce que c'est pas aussi le champ du cygne? Compte tenu de ce qu'on disait tout à l'heure, où il y a un prélèvement absolument anormal dans la baie, et on ne donne pas le moyen aux saumons de se reproduire sur les frayères, puisqu'ils n'y ont plus accès. Un poisson qui monte, qui se met dans un trou, il est mort. L'an dernier, vous en avez fait un petit peu? 2. Sur la C, la C? Petite année, sur la C, hein, je ne pêche pratiquement que la C. Bah, ça commence bien cette année. Ouais, ça fait 4 ans, je prends un saumon d'ouverture, alors... Ah bon? Depuis 4 ans à l'ouverture, il y a le saumon. Voilà. Ah, bah, c'est bien. Y a-t-il encore des saumons dans la rivière française? Il y a encore un peu de saumon qui remonte dans nos rivières françaises. Ici, dans la baie du Mont-Saint-Michel, nous avons là l'estuaire commun de 2 rivières, la C et la Célune, où remontent encore tous les ans quelques centaines, peut-être 1 ou 2 000 saumons, enfin qui remontent, qui essayent de remonter, parce que le gros problème malheureusement, c'est que dans cette baie, il y a un braconnage éhonté, placé bien sûr à l'endroit où les saumons arrivent, dans un endroit assez facile, comme ici cette baie de sable avec des très petits fonds. Ils font un prélèvement très facile et certainement les 3/4, certains disent les 4/5 des saumons ne peuvent même pas rentrer dans la rivière pour se reproduire. Et d'où viennent ces saumons? Ces saumons viennent du Groenland, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans nos rivières, ils y ont passé 2 à 3 ans, ensuite ils s'en vont petits jusqu'au Groenland par des problèmes assez difficiles à apprécier, de migration, de reconnaissance en pleine mer. Et ensuite, là, ils se nourrissent énormément dans les eaux très riches du Groenland. Et ensuite, ils reviennent, ils nous rapportent à domicile ces protéines qu'ils ont gagnées au Groenland. Et ils essayent de revenir frayer dans nos rivières quand on ne les empêche pas. Ils ne se trompent pas de rivière? Non, ils reviennent très précisément. Le taux d'errance est infime. Ces poissons reviennent vraiment pratiquement à plus de 90% dans la rivière qui les a vus naître. Cette ressource, qui est maintenant très limitée en France, devrait être, vu les retombées économiques qu'elle apporte au tourisme local, devrait être réservée aux pêcheurs à la ligne. Un saumon pris à la ligne rapporte entre 30 et peut-être 100 fois le prix de son poids pris par un pêcheur professionnel. Les Norvégiens maintenant élèvent du saumon qu'on trouve à Rungis à des prix défiant toute concurrence. On ne voit pas pourquoi les derniers saumons qui remontent ne devraient pas être réservés aux pêcheurs sportifs à la ligne, comme c'est le cas dans tous les pays civilisés. Il y a un nouveau poisson roi, la truite de mer. La truite de mer est effectivement un nouveau poisson pour les pêcheurs français et qui a su profiter des potentialités qui étaient offertes en fait au saumon, puisque depuis maintenant 10 ans, on a eu 2 plans quinquennaux saumon avec quand même pas mal de crédits dégagés par le ministère de l'Environnement. Et en fait, au niveau du saumon, les résultats sont hélas très, disons, c'est pas négatif, mais ça n'a pratiquement servi à pas grand-chose. En revanche, la truite de mer a su profiter de tous les efforts qui ont été faits pour le saumon, en particulier l'aménagement des barrages. Et ces truites de mer, sont venues un petit peu, je dirais, malgré les pêcheurs eux-mêmes, puisque c'est essentiellement des truites du Danemark. Tous ces rempoisonnements, la plupart de ces œufs de truites fario, entre guillemets, étaient des truites d'origine danoise, qui sont en fait des truites de mer. Ce sont les mêmes poissons. Ces truites fario qui ont été déversées dans toutes les rivières de France et de Navarre par millions depuis une vingtaine d'années,
Certaines ont réussi en descendant à se retrouver dans la mer, à revenir frayer, à créer des souches locales en Normandie, dans les rivières de la Manche, également un peu plus haut sur la Picardie. Et maintenant, on a véritablement des populations assez fantastiques de truites de mer que les pêcheurs ne connaissent pas encore très bien, mais qui sont maintenant bien implantées et qu'on devrait pouvoir commencer à exploiter sérieusement. Donc là, il y a une ressource assez fantastique du point de vue tourisme-pêche à exploiter. Alors ce ruisseau-là a été nettoyé, ainsi que d'autres, par les gens de la société de pêche avec l'aide de TUC les années dernières. Et maintenant on peut voir des frayères à des endroits où il y a quelques temps ce n'était encore que des monceaux de vases et d'enchevêtrements d'arbres. Sur ce secteur de la Touque, on peut estimer que les interventions des pêcheurs, notamment, vont dans le sens d'une extension de la production naturelle en truites de mer, en juvéniles de truites de mer, et par conséquent en adultes qui reviendront pour être pêchés. Là, on a vu que les frayères étaient complètement encombrées. Il y avait des poissons qui frayaient les uns sur les autres, là, finalement. Exactement. La moitié des frayères du ruisseau sont stérilisées par le barrage en question. Il n'est pas rare de les voir frayer plusieurs fois de suite sur le même site, dans la mesure où il y a des vagues successives. Alors c'est du gâchis, donc il est vraiment important d'aménager les obstacles pour augmenter le rendement du milieu. Vous êtes obligé de les reprendre à chaque fois avant chacun des obstacles? Alors, c'est ce qu'on faisait ces dernières années. Là, on affichait un peu notre politique d'intervention dans la mesure où on essaye d'aménager les obstacles. Alors, généralement, on fait des passes à poissons plus ou moins élaborées selon le dénivelé. C'est donc un investissement en temps, voire en argent, et quelquefois ça coûte cher, mais le poisson circule après ça librement et exploite de nouvelles zones productives en juvénile. Quand on arrive à justement ce fantastique retour des truites de mer qui remontent la Touque, qui vont frayer dans les petits ruisseaux affluents de la Touque, sont malheureusement très vite à saturation. Et les frayères ne sont pas suffisantes sur les petites quantités de ruisseaux, parce que les ruisseaux sont barrés par des barrages. Et il est nécessaire de faire des pêches électriques pour prendre un grand pourcentage de ces géniteurs et les passer au-dessus du barrage. Bon, en même temps, ça permet d'étudier quelques poissons, de faire des lectures d'écailles, de marquer des poissons, ce qui est très utile si on veut connaître véritablement la dynamique de population de ces truites de mer. Et ensuite, les relâcher en amont du barrage leur ouvre cette fois quelquefois des kilomètres de ruisseaux avec vraiment des surfaces très importantes de nouvelles frayères, alors qu'autrement, ces truites auraient frayé les unes sur les autres, sur le peu de frayères disponibles à l'aval des barrages, et seules les dernières auraient eu des œufs qui avaient des chances d'éclore dans de bonnes conditions. On leur fait passer une marche simplement. On leur fait simplement passer une marche infranchissable autrement. C'est quand même fantastique de penser là qu'on a tous ces poissons dans un si petit ruisseau, je veux dire, sur environ 100 mètres de ruisseau, il y a une biomasse phénoménale. Ça dure 15 jours dans l'année, et tous les ans, c'est compris entre le début décembre et Noël. On a des centaines de gros géniteurs comme ça qui remontent pour pondre. Le maximum de la fraie, c'est entre Noël et le jour de l'an, à quelque chose près. Parce qu'il y a des poissons qui n'ont pas frayé, là, on va les voir. Là, c'est des poissons qui n'ont pas pondu, et ils sont bloqués par la chute.
Et on va les déverser au-dessus de la chute. Voilà. Si ça va leur permettre d'atteindre des zones de frayère encore disponibles au-dessus. On dit de poisson. Hein. On remonte dans ces tout petits ruisseaux. On va la remettre tout de suite dans l'eau. Il est beaucoup plus rouge avec son bec, qui est plus maigre aussi, qui lui a beaucoup de points, de tache-rouille. Puis il y a le bec, le bécard. Hop. Les truites de mer du Calvados remontent jusqu'au Danemark. Elles longent que le nord de la Manche, le nord-est de la Manche, passent le Pas-de-Calais pour certaines. Donc il y aurait des zones d'engraissement dans cette région-là. Dans la mer du Nord. Dans la mer du Nord. C'est des animaux qui vont pouvoir redescendre ou qui vont mourir dans la... Il y a une proportion malheureusement qui meurt, mais contrairement au saumon, il y a un pourcentage assez élevé qui repart en mer et qui reviendra pondre l'année suivante. Plusieurs fois, toujours au même endroit. Sur la même rivière, l'instinct de retour est vraiment très marqué. Celui-là qui est bagué alors. Oui, c'est celui qui est marqué. Il a été marqué quand il était tout petit. C'est une carlin, ça, comme marque. Oui. Les gros sont les marques avec des bagues en caoutchouc. C'est pas les mêmes marques. On va retrouver la date et tout. On va retrouver, on va connaître même le nom de sa grand-mère si on cherche bien. Il a une bague celui-là. Encore un autre baguet. Darling. Encore un autre baguet. C'est le trou des baguets là. Ouais. La voilà, oui. Un poisson bagué d'il y a 2 ans. Étiquette, on la verra mieux tout à l'heure quand il C'est toi dormira. qui les avais bagués, ces poissons. Alors on les bague sur un piège en bas du ruisseau. On bague des smolts, c'est-à-dire des petites truitelles à peu près de cette dimension-là. Voilà, alors ça c'est la taille quand elles descendent, et voilà quand elles reviennent 2 ans de la après. mer, 2 ans après. Alors celui-là, il a gardé son étiquette, et on va pouvoir retrouver toutes les caractéristiques du smolt dans nos archives. Alors là, tu les mets dans le bac anesthésique. Oui, parce que bien sûr, si on ne les endormait pas, on n'arriverait jamais à les mesurer. Oui, bien sûr. Et à prendre des écailles. Donc là, en 2-3 minutes, ils vont être calmés. Il n'y a aucune toxicité de ce on va produit, les je passer veux dire. dans le Ensuite, non, on voit après ceux ça, tout à l'heure sont voilà, complètement là, sont réveillés déjà d'ailleurs. réveillés. On les a mis dans un bain d'eau pure et comme ça, on pourra les remettre au-dessus de la chute. Bon là, on va marquer les poissons. Donc un bagage des adultes, avec une marque un peu différente de celle utilisée pour les petits. C'est plus moderne. On comprend tout de suite la taille et puis bon, il y a quand même un pistolet, on ne peut pas se permettre de marquer des tout petits poissons avec. Bien sûr. Et c'est pareil, on le place dans l'assise de la nageoire dorsale. Voilà. Ça, c'est la bague spaghetti. C'est ce qu'on appelle la bague spaghetti, sur laquelle figurent des indications, ici Fédération de pêche à Caen, et un numéro d'identification. Donc toi, qui va te permettre éventuellement, s'il y a un retour, de Voilà, savoir à quelle exactement. taille faisait ce poisson quand toi tu l'as bagué. La couleur de la bague permet de repérer ces poissons sur les zones de frayère, Bien sûr. en activité également. Ah, voilà une... Fario bagué. Fario bagué, oui. Alors c'est un des poissons qui ont été marqués dans le cadre des études qu'on fait sur le ruisseau ici. Parce qu'on essaye de mieux cerner la dynamique des truites de mer et des truites fario en contrôlant avec le piège d'en bas tout ce qui monte et ce qui descend. Alors ça, c'est certainement un petit poisson. J'ai dû baguer au printemps dernier, lorsqu'elle quittait le ruisseau pour les grossir dans la touque. Et là, maintenant, elle revient pondre. Et en l'occurrence, c'est un mâle, la laitance. Chez la truite de mer, les nageoires se décolorent dès le stade juvénile, quand elles commencent à partir en mer. Et les adultes ne présentent pas de nageoires colorées à nouveau.
Tandis que chez les farios, on distingue très nettement ces liserés noirs et blancs, qui, à mon sens, sont un des meilleurs critères d'identification des deux C'est intéressant, formes. on a deux poissons de la même taille, voilà. On a certainement plusieurs années en rivière. Ça, Alors, ça doit être un poisson de 3 ans d'hiver et là, un poisson d'1 an et demi. En fait, qui a passé 6 mois en mer, qui a dû Exactement. descendre au printemps et qui est remonté, et qui est descendu au mois d'avril et qui est remonté là au mois de décembre dans la rivière. C'est ce qu'on appelle un finoc. Un finoc. Ce sont les poissons de la même espèce. C'est la truite commune, c'est la truite européenne, avec deux formes, l'une sédentaire qui reste en rivière, tout en faisant des déplacements au sein du réseau hydrographique d'eau douce, et la forme migratrice qui va grossir en mer, donc appelée truite de mer. Une belle femelle, là. Alors là, une femelle pleine d'œufs. Celle-là, elle a à peine commencé à frayer. Et là, un mâle aussi frais, en bonne condition. Alors, bon, les principales différences, on le voit bien, là, c'est la robe. Le mâle est très coloré. Et alors, chez les mâles apparaît, à période de reproduction, un bec très prononcé. Dont on croyait dans le temps qu'il creusait sa frayère avec. Et avec des dents également. Tout ça traduisant l'agressivité. Sur les frayères, les mâles il y a des mâles dominants, il y a des combats assez importants. Tout pendant que dure la reproduction. Et quand la ponte est terminée, il y a toujours un mâle qui reste sur la frayère pour chasser les prédateurs. Bon, alors ici, donc, on a un mâle qui fait 52 cm. Et une grosse femelle de 58 cm. Je vais prendre des écailles sur la femelle, en tenue de la taille. Les femelles sont plus grosses que les mâles? Non, en moyenne, c'est plutôt l'inverse. Mais là, comme il y a un gros poisson, il est possible qu'elle ait déjà frayé une ou deux fois et on le vérifiera par cette lecture d'écailles. Comment peut-on reconnaître une truite d'un saumon? Ah, là, c'est le problème. Enfin, il y a un critère parmi beaucoup d'autres. Il y a un critère qui est tout à fait valable. C'est de compter le nombre d'écailles que l'on observe entre la ligne latérale et la ligne sensitive du poisson et la base de cette petite nageoire que l'on nomme la nageoire adipeuse. Donc on prend une diagonale d'écailles et on les compte. Donc si je prends ce poisson-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 écailles. Ce qui prouve bien que c'est une truite de mer, sachant que chez le saumon, il n'y a pas plus de 13 écailles. La truite, par contre, il y en a 14 à 16. Il faut savoir que les écailles des salmonidés, comme généralement les autres poissons, permettent de connaître le cycle biologique de l'individu. On peut reconnaître sur l'écaille les différents hivers et donc de définir l'âge de l'individu. Les hivers sont reconnaissables par un resserrement des stries de croissance liés à un taux de croissance de l'individu plus réduit à cette période de l'année. Sur cette jeune truite de mer, on peut donc distinguer un puis deux hivers de rivière précédant le passage en mer, la saison de croissance marine se caractérisant par des stries nettement plus importantes en espacement et en écartement. D'une écaille de truite de mer de 3 ans et demi, qui, après 2 années d'eau douce, ici, est venue se reproduire une première fois, ainsi qu'en témoigne cette structure particulière que l'on appelle une marque de frais. Les marques de frais, c'est tout simplement dû au fait que les truites de mer, comme les saumons, quand elles reviennent se reproduire en rivière, ne s'alimentent plus, donc elles sont obligées de puiser sur les réserves minérales, notamment sur le calcium des écailles, pour élaborer leurs produits sexuels. Et cette marque de frais se caractérise par une érosion, une résorption de l'écaille qui est mise en évidence par la présence de circuits incomplets sur les côtés ainsi que sur la partie postérieure de l'écaille. Là, c'est bon, hein? Il faut absolument gérer le milieu maintenant. Ce qu'il faut, ce qu'on se rend compte, c'est que si on gère l'habitat de la truite, son biotope, les quelques poissons reproducteurs qui survivent en fin de saison, même s'il y a une très forte pression de pêche, et la truite sait très bien se défendre, contrairement à ce que pensent beaucoup de pêcheurs, quand on fait des pêches électriques sur des rivières qui sont très pêchées, où les pêcheurs disent il n'y a plus rien, on fait une pêche électrique, on se rend compte qu'il y a encore des densités de truites phénoménales. Les truites, à ce moment-là, ne chassent plus que la nuit, les pêcheurs ne les voient plus, les poissons se sont absolument habitués à la pression de pêche, et si on laisse frayer ces truites sauvages, mais si on leur aménage véritablement leur territoire pour qu'elles puissent frayer et se reproduire naturellement, on arrivera de nouveau à avoir des populations de poissons en équilibre.
Les truites arc-en-ciel se reproduisent en Europe? À ma connaissance, il y a très peu d'endroits où les truites arc-en-ciel ont été vues se reproduire dans le milieu naturel. Il y aurait le lac des Bouillouzes, enfin des ruisseaux affluents du lac des Bouillouzes dans les Pyrénées-Orientales. Il y a des endroits, des rivières en Autriche, mais enfin c'est assez exceptionnel, hein. La truite arc-en-ciel est la truite sauvage américaine, originaire de la côte ouest des États-Unis, où bien sûr là elle se reproduit tout à fait naturellement. Contrairement aux mammifères, les poissons sont des animaux à fécondation externe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de copulation véritable. Il y a un rapprochement des deux partenaires, si l'on peut dire, et les œufs ainsi que la laitance sont émis dans le milieu naturel, en fait l'eau en l'occurrence, où ils sont mélangés. Ce nuage blanc, ce sont les spermatozoïdes qui vont se mélanger, qui va tomber sur les œufs et qui vont ainsi être fécondés. C'est ce qu'on appelle la fraie. C'est la fraie, c'est une fécondation externe. Enfin, le mécanisme complet de la fraie ensuite nécessite que les œufs soient recouverts. La femelle de la truite creuse d'abord un véritable nid. Les salmonidés creusent un nid, ils n'abandonnent pas leurs œufs. Certains poissons abandonnent leurs œufs. Les salmonidés creusent un nid, ils pondent très peu d'œufs et ces œufs sont très protégés. C'est la température de l'eau qui va assurer à ces œufs qui sont enfouis dans le gravier un temps d'incubation plus ou moins long, selon cette température d'ailleurs, ce qu'on appelle un nombre qui est qualifié de degrés jour, c'est-à-dire que plus la température est élevée, plus le nombre de jours va être ralenti, et au bout d'un certain nombre de jours, les œufs vont éclore. Les petits sont autonomes? Oui, les petits sont pas tout de suite autonomes. En fait, sous nos climats, il faut environ 3 mois dans une eau, mettons, à 4 ou 5 degrés, avant que les œufs n'arrivent à éclosion. Et les petits qui sortent de l'œuf sont d'abord très handicapés. En fait, ils dépendent d'une vésicule vitelline qui est en fait le jaune de l'œuf de poule. C'est la même chose chez les poissons. Et ce sac vitellin va permettre à la jeune truitelle, à l'alevin, en fait, c'est pas encore une truitelle, de se substanter en étant indépendant pendant une dizaine de jours. Il lui faut attendre en fait que ce sac vitellin soit résorbé pour qu'il puisse se mouvoir librement. Alors, ce sac vitellin en fait a un avantage bien sûr, puisque l'alevin peut s'auto-sustenter pendant une dizaine de jours, mais ce sac vitellin l'handicape énormément, il ne peut pas nager. Tant qu'il a sac vitellin, il est très maladroit, c'est comme s'il traînait une énorme besace, et les prédateurs en profitent bien évidemment. Les larves d'insectes en particulier à ce stade-là exercent une prédation très importante sur les alevins de truite. De ces alevins, combien deviendront des truites adultes? Dans la nature, en dehors d'une prédation par l'homme ou d'une pression de pêche importante, un couple de reproducteurs, mettons une truite d'1 kilo, va donner environ 1000 œufs. Et de ces 1000 œufs fécondés, environ 2 seulement parviendront eux-mêmes à l'état adulte, aptes à se reproduire à leur tour. C'est très exceptionnel que plus de 4 ou 5% des œufs donnent naissance à des poissons adultes. Où la truite a à faire face à énormément de prédateurs à tous les stades de sa vie, en commençant par donc ces stades d'alevin sur lesquels les insectes, les larves d'insectes en particulier, exercent une prédation énorme. La truite d'ailleurs se vengera par la suite, puisque les insectes adultes, eux, deviendront une de ses proies favorites. Mais les autres poissons, bien évidemment, la truite est un poisson cannibale qui mange ses propres petits. Le verron, dans nos rivières, exerce une prédation importante sur les alevins de truite. Les chabots, tous les petits poissons, les poissons blancs. Ensuite, il y a des animaux extérieurs au milieu aquatique proprement dit, des oiseaux en particulier, bon, les oiseaux aquatiques, le martin pêcheur, des tas les hérons, les échassiers.
La truite est un poisson assez difficile à gérer si l'on exerce une pression de pêche importante, si l'on veut que de nombreux pêcheurs puissent profiter de ce magnifique poisson de sport. Il faut tenir compte des duretés, de la réalité de la vie de ce poisson. On a vu à quel point, à tous les stades de sa vie, la prédation peut être très importante. Si les pêcheurs qui maintenant sont de mieux en mieux équipés, de plus en plus performants, contribuent eux aussi justement au dernier stade, quand les truites de belle taille, celles qui ont justement survécu à tous ces aléas de la vie sauvage, doivent en plus subir une pression de pêche importante, il n'y aura plus de pêche pour personne. Et dans beaucoup de pays anglo-saxons en particulier, je sais bien qu'en France, on a encore un pays latin où les gens aiment bien manger leurs poissons. Si les pêcheurs eux-mêmes, maintenant, continuent d'exercer la même pression de pêche qu'ils exerçaient quand ils n'étaient peu nombreux ou bien moins équipés, moins mobiles sur les bords des rivières, il n'y aura plus de pêche pour personne. Les Américains ont coutume de dire qu'ils ne mangent pas leurs balles de golf et ils remettent absolument tous leurs poissons à l'eau. Et si on veut que demain continuer dans notre pays à avoir une vraie pêche sauvage de truites et non pas simplement prendre des poissons qui ont été élevés en pisciculture comme c'est le cas actuellement, que l'on peut garder absolument, mais une pêche de truites dans des rivières sauvages, il faudra s'habituer à ce geste qui est de capturer le poisson par un moyen le plus inoffensif possible et remettre ensuite ces poissons à l'eau après les avoir admirés, les avoir trompés et les avoir tenus dans sa main et les remettre à l'eau. Ces poissons sont beaucoup trop de valeur pour n'être pêchés que par une seule personne.